Salut à tous, bienvenue dans ce 38e live sur Bubble où j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Timothée Le Boucher qui vient vous parler de son diptyque 47 cordes publié chez Glénat. Bienvenue Timothée. Merci, merci de m'accueillir. Merci d'être là, on va parler du livre ensemble pendant 1 heure. Alors vous pouvez lui poser toutes vos questions sur 47 cordes mais aussi sur son travail en général car c'est un live interactif, la parole est à vous, n'hésitez pas. Avant d'attaquer les premières questions, je vais vous pitcher un petit peu l'album. Je vous mets la couve tout de suite. 47 cordes, c'est l'histoire d'Ambroise qui va devenir la proie d'un métamorphe, une créature capable de prendre diverses apparences et qui va quadriller son existence. Elle va devenir son meilleur ami, sa petite copine, son mentor et pas mal d'autres choses, un peu comme une araignée qui enserre sa proie. Ambroise a aussi des jardins secrets, on va le découvrir à travers des défis. Il y a 47 défis pour obtenir 47 cordes d'une harpe, et c'est un moment charnière dans l'existence de ces deux êtres. Alors ce livre, c'est une première partie qui sera complétée d'un second volume à venir, mais pour attaquer Timothée, une première question, en fait, d'où vient cette histoire et ce personnage qui est très graphique? Ah oui, en fait, l'idée de l'histoire, je l'ai eue juste après Ces jours qui disparaissent. En fait, je venais de finir la bande dessinée et je réfléchissais à sur quoi partir comme histoire. Et je crois que c'est à ce moment où j'ai eu l'idée d'un personnage. En fait, c'est un peu marrant, mais c'est ma coloc qui était sur Tinder et qui regardait des garçons. Et à un moment, il y avait un garçon qui avait l'air de lui correspondre, qui avait des critères en commun avec elle, mais enfin, il y avait un des détails physiques qui lui plaisait pas et du coup, elle a pas voulu forcément lui parler. Et je me suis demandé si ce gars pouvait revenir dans sa vie sous une autre apparence, qu'est-ce qui serait passé? Et c'est là où est venue l'idée d'un personnage qui change de forme et enfin, ça permet de séduire quelqu'un. Pardon. En fait, j'ai mis le retour vidéo et ça me gêne, ça me trouble. Et du coup, effectivement, c'est vraiment là où l'histoire a commencé. Et en fait, l'histoire n'était pas prête. J'avais vu ce pitch d'un personnage métamorphe qui cherche à séduire quelqu'un. Et j'avais un peu des arcs narratifs, mais c'était pas vraiment encore intéressant à ce stade-là. Et c'est pour ça que parmi les différentes histoires que j'avais en tête, je suis plutôt parti sur le patient. Mhm. Mais du coup, pendant la réalisation du patient, j'ai réfléchi à l'histoire, ça me plaisait bien et j'ai réussi à trouver tous les arcs narratifs, à compléter un peu les blancs qu'il y avait dans le récit. Et quand j'ai fini le patient, directement, j'ai pitché plusieurs albums à mon éditeur, enfin plusieurs idées d'histoire en fait. Et je crois que sur l'histoire de 47 cordes, c'est vraiment celle qui m'intéressait le plus, qui avait quand même un pitch plus intéressant et des sujets que je pouvais aborder qui m'intéressaient vraiment. Et du coup, c'est vraiment, j'ai décidé de partir avec mon éditeur, on a décidé de partir sur cette histoire qui permettait de parler de plein de choses intéressantes et aussi j'ai essayé de trouver graphiquement comment m'amuser avec. Et effectivement, c'est un peu des choix comme ça qui se passent. Mais justement, est-ce que du coup ce personnage de métamorphe, donc c'est une créature qui peut prendre plusieurs apparences, est-ce que c'était pas un bon prétexte pour faire plein de personnages mais sans faire plein de sous-intrigues en fait? Ouais, bah en fait, parmi les choix, c'est en fait moi j'adore dessiner les personnages et effectivement en fait je savais que cette histoire-là me permettrait de à la fois multiplier les personnages, les chara design et tout ça, et aussi de m'amuser graphiquement avec ça et même le sujet m'intéressait et tout ça. Et effectivement, je crois que c'était un des partis pris qui me plaisait en tant que dessinateur, c'était comment réussir à créer autant de personnages qui soient quand même assez reconnaissables et de faire en sorte de les identifier tous. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'intéressait. Et du coup, ça me permet de créer beaucoup, beaucoup de chara design dans l'histoire. Et ça, tu l'as bossé vraiment en amont, tu t'es fait des pages et des pages où tu as cherché les persos parce qu'ils ont tous un peu un style, des fringues, une histoire. Ça t'as beaucoup bossé sur leur backstory. En fait, à la base, c'est plutôt des personnages outils où je sais qu'ils doivent apparaître sous telle ou telle forme et tout ça. Et après, c'est au moment où j'essaye de les développer à l'écriture, au storyboard et tout ça que j'essaye de penser vraiment que les personnages de manière différente. Par exemple, je fais un petit listing de leur chara design un peu dessiné assez rapidement. Et ensuite, je mets genre les différentes leurs différents traits de caractère et du coup ça j'essaye d'équilibrer pour qu'ils soient tous assez différents et qu'ils soient intéressants quand ils interagissent ensemble et tout ça et ensuite j'ai fait des chara design où je fais des dessins des personnages un peu dans tous les sens comme on voit en anime et tout ça
pour essayer de les différencier. Et après, quand je fais les planches et que c'est la première fois que je les dessine, et ben souvent ils changent à ce moment-là aussi. Par exemple, Charlène, qui avait une coupe au carré à la base, quand je l'ai dessinée, elle était trop proche de Zaïdé et de Lucien, donc les amis d'Ambroise à l'orchestre et la sœur du coup. Et effectivement, bah, je me suis dit que ça allait pas parce qu'ils avaient trop la même typologie de cheveux et du coup à ce moment-là, j'ai changé son design et du coup ça vient un peu progressivement où chaque nouvelle planche aussi c'est un nouveau moyen de faire des vêtements, d'inventer des choses et ça m'amuse aussi de leur faire changer de vêtements assez régulièrement et tout. Et du coup, on retrouve dans ce nouveau volume un peu des thématiques qui sont récurrentes depuis quelques volumes. T'as l'obsession, les identités, le temps qui passe. C'est une veine que tu as envie d'explorer vraiment à chaque album ou c'est un hasard que ça se retrouve toujours dans ces histoires? C'est à la fois un peu un hasard parce que c'est ça, en fonction des histoires que j'ai, ça change beaucoup. Il y a plein d'histoires qui sont assez différentes, mais je pense qu'aussi avec ces jours qui disparaissent, j'ai commencé à développer des thématiques qui m'intéressaient et qui me plaisaient. Et en fait, par exemple avec le patient, j'ai pu continuer à explorer certaines thématiques, mais sous un biais différent, avec un regard différent. Et pareil avec 47 cordes. Donc je pense qu'il y a quand même une filiation assez thématique entre les trois livres, ça c'est sûr. Et ça, du coup, aussi, il y a la question des corps, parce que graphiquement, dans le patient, mais même ces jours qui se passent, le corps, il a une importance à la fois graphique, à la fois dans l'histoire. C'est quelque chose qui t'intéresse vraiment de chercher, de creuser? Ouais, je pense en tant que dessinateur, déjà, c'est intéressant. Un des trucs que j'avais le plus envie de dessiner, c'était les métamorphoses, les transformations du personnage. Et ça me plaisait vraiment. Et ensuite, je crois que le travail au corps, qu'il soit lié au dessin ou au scénario, m'a toujours intéressé. Et forcément, ce sujet-là était assez idéal pour parler de ça. Donc, ça permettait d'aborder énormément de sujets qui m'intéressaient, ouais. Et justement, on peut parler un peu de la métamorphe. Elle semble un peu astreinte à des règles. Elle peut se transformer, mais en des corps humains, peut-être pas en tout, à partir de gens qu'elle a déjà vus ou de photos. Est-ce que tu as créé un peu une mythologie avant de te lancer dans l'histoire? Ouais, en fait, comme ça pouvait être assez permissif en fait, comme histoire, et j'avais envie de moi me fixer des règles sur ces transformations pour pas que le récit aille trop loin. Et du coup, effectivement, il y a tout un système de règles autour de ce personnage-là qui permet de délimiter un peu le récit, par exemple, sur son ossature, qui peut pas. En fait, elle peut avoir modifier son ossature, mais quand même, euh, euh, c'est quand même assez limité au final, et du coup, elle peut uniquement changer d'apparence, mais elle pourrait pas devenir autre chose qu'un être humain qui soit quand même dans des proportions plutôt limitées. Après, après j'ai peur de spoiler, Ouais. alors je sais pas trop jusqu'où aller là-dessus, mais en tout cas, j'ai essayé vraiment de faire attention à ça sur l'écriture. Et est-ce que du coup, il y a une sorte de parallèle en fait avec un peu avec les vampires, parce qu'il y a un côté aristo, ils sont maîtres un peu de leur monde, ils sont installés. Hmm. Et puis il y a des scènes très gothiques ou un peu décadentes. Je pense à la grosse séquence de la fête, sans trop en dire. Est-ce que là aussi c'est quelque chose qui t'a beaucoup inspiré? C'est des choses que tu avais en tête? C'est vrai que le vampire, l'idée de la thématique du vampire, elle est venue quand je me suis dit quel type de figure allait être la métamorphe et à quoi ça allait pouvoir s'apparenter. Et c'est vrai que cette idée un peu de fête macabre qu'il y a à un moment dans le récit, c'est vraiment lié à deux personnages qui sont les époux Agnello et en fait à leur thématisation et toute leur thématisation est liée un peu à ce type d'imagerie. Et c'est vrai que sur cette partie-là du récit, il y a toute une dimension qui peut se rapprocher un peu de la figure du vampire, sachant que ça fait partie des types de représentations qui m'ont inspiré, mais pareil, sur le premier personnage qu'on voit, euh, sur la première forme de la métamorphe qu'on voit, la thématisation, c'est plutôt autour de la sirène et comme la sirène, c'est un être qui veut, enfin dans La petite sirène de Andersen, c'est un être qui veut changer de corps pour pouvoir séduire. Du coup, il y a toute une thématisation autour de ça et en fait, c'est un peu des espèces d'univers que j'essaye de reprendre pour créer qui du coup englobent certains personnages dans le récit. Et ça, du coup, c'est vrai que dans 47 cordes, mais même dans certains de tes livres précédents,
il y a toujours des ambiances un peu troubles, avec des créatures un peu troubles, ces sortes de thrillers psychologiques. D'où ça vient, ça, en fait, ces influences? Pourquoi tu creuses un peu cette thématique-là? Sincèrement, je sais pas trop. Je crois que c'est vraiment à la base c'était vraiment le pitch de l'histoire qui m'intéressait et après je pense que naturellement j'ai tendance à aller dans l'écriture à aller vers des personnages qui sont développés de manière assez psychologique peut-être Mhm. ou comme je m'intéresse aux personnages du coup ça c'est de les penser en amont pour qu'ils aient une psychologie, une personnalité ou ce genre de choses et effectivement il y a tout un travail autour d'Ambroise sur donc Ambroise c'est un personnage qui commence avec des angoisses sociales et qui a vraiment du mal à aller vers les autres. Et il y a tout un, un déroulé psychologique qui va être fait autour de lui, ou une évolution comme ça autour du récit qui va lui permettre d'évoluer. Et il y a tout un travail comme ça autour des 47 cordes, du coup, et des défis qu'il va devoir accomplir pour faire évoluer sa personnalité. Et du coup, on va revenir au défi, mais est-ce que aussi, toujours sur la métamorphe, est-ce que aussi c'est un petit peu une métaphore du dessinateur qui manipule ses personnages, puisque finalement elle s'installe Mm. autour de lui, du personnage principal, mais en tant que dessinateur, tu fais vivre en fait des vies à tes personnages. Ouais, en fait, ça avait un peu dans l'écriture du personnage de la métamorphe, il y avait un peu ce parallèle-là qui pouvait être fait, où en fait, comme elle crée des personnages, comme un dessinateur pourrait créer des personnages, en fait, elle les met en scène, elle leur donne une gestuelle, un phrasé, et effectivement, il y avait toute une dimension comme ça que j'avais envie d'installer sur sur le parallèle qu'il peut y avoir entre la métamorphe et un auteur de bande dessinée. Il faut savoir que, par exemple, dans une bande dessinée, effectivement, on a un auteur crée tous les personnages et en fait fait parler tous les personnages. On a l'impression qu'il y a plusieurs personnages avec plusieurs caractères, mais en fait tout ça c'est créé par un auteur et du coup il y avait un peu cette idée-là autour de l'écriture dans le personnage de la métamorphe justement. Et du coup, toi, dans ta carrière, tu as un petit peu deux carrières, on a l'impression. Tu as commencé assez jeune avec un premier Mm. album chez Manolo Sanctis, que tu faisais en parallèle de tes études, je crois. Et après, Ouais. avec Ces jours qui disparaissent, tu as entamé une deuxième partie de carrière où là, tu es passé sur un autre type de récit. Comment t'en es arrivé là en fait? C'est quoi un petit peu ton parcours? Qu'est-ce que tu peux nous dire de comment tu as évolué en tant qu'auteur? Ah oui, bah en fait c'est vrai que Skin Party c'était mon premier album et je crois que j'étais ouais j'étais encore à l'école pareil pour les vestiaires aussi Ouais. où j'étais encore à l'école et effectivement il y a eu une évolution un peu entre les deux et je pense qu'il y a eu vraiment une rupture au moment de ces jours qui disparaissent où d'un coup c'était peut-être chez un plus gros éditeur il y a eu beaucoup d'échos autour de l'album et ça a vraiment changé quelque chose. Ces jours qui disparaissent, du coup, je l'avais fait juste après la sortie des études. Mhm. Et même l'histoire, en fait, parle un peu de ça. C'était l'histoire d'un personnage qui vit un jour sur deux, du coup. Moi, c'était vraiment une problématique que je vivais à ce moment-là parce que je savais pas dans quoi me diriger. Vu que je sortais des études, je savais pas si je devais me diriger plutôt vers la bande dessinée, qui était plutôt mon envie un peu idéale et un peu artistique, ou plutôt aller vers des métiers pragmatiques et peut-être faire de la bande dessinée à côté. Enfin, je savais pas vraiment. Et c'est vraiment là où j'ai eu l'idée d'un personnage qui vit un jour sur deux, l'un qui prend une direction et l'autre qui prend l'autre direction. Et effectivement, il est empreint de toutes ces problématiques, alors que avant à l'école, c'était assez confortable parce que comme j'étais en études, tout ce que je faisais, tous les albums que je faisais là, ils étaient un peu en bonus. Et du coup, il y avait moins de. Je crois que je les faisais plus comme des exercices de style, alors que alors que sur ces jours qui disparaissent, j'ai beaucoup plus travaillé en amont pour faire attention au récit. Et du coup, il y a vraiment une optique assez différente sur les deux albums. Et dans ces jours qui disparaissent, puisque tu en parles, il y a un côté SF qui est assez bien vu, je trouve. Comment tu as trouvé ce côté SF qui est un peu sans trop en faire, mais qui se pose pas mal de questions sur l'avenir. Il y a pas, Ah oui, il y a un petit côté comme ça, glissement, qui est assez sympa. Tu y as réfléchi beaucoup? en fait, c'est marrant parce qu'au début du récit, je crois que j'avais pas, je savais que ça allait être dans le futur, mais j'avais pas anticipé cet aspect-là vraiment, et c'est venu dans l'écriture où je me suis dit qu'il fallait que je représente le futur et comment le représenter. Et je crois que je me suis intéressé en fait, il y a un peu une vision rétro-futuriste, plus ou moins un peu dans cet album-là, mais aussi à essayer de voir comment la société peut évoluer, tout en gardant à l'esprit que le personnage n'a pas connaissance de tout ça et le découvre en même temps que le lecteur, et du coup est aussi perdu que le lecteur.
Et effectivement, il y avait toute une dimension qui s'installe progressivement, ne serait-ce que par rapport à la passion du héros pour les jeux vidéo, où en fait il y a une évolution comme ça assez progressive qui fait du coup écho à la fin, mais après je sais pas si Non, je vais pas trop en parler, mais ouais, peut-être pas trop de spoilers non plus. oui. Et du coup, tu parlais de l'art aussi et de ce que tu mettais des choses de toi un peu dedans. Et on a l'impression aussi que l'art est très présent dans Ces jours qui disparaissent et dans 47 cordes. Aussi, là aussi, quelle place ça a pour toi? Est-ce que c'est uniquement pour servir le récit ou c'est des questions aussi que tu te poses dans ta pratique et dans ton quotidien? Pour ces jours qui disparaissent, c'était vraiment à la base de l'intention. Du coup, c'était vraiment un personnage euh, qui est en dualité avec un métier pragmatique et un métier plus artistique. Donc ça parlait de ça. Et après, le fait qu'il soit acrobate, c'est venu dans l'idée de... Je me suis demandé qu'est-ce que j'avais envie de représenter et qu'est-ce que j'avais envie de dessiner. Et effectivement, c'était comme c'était un art assez visuel, c'était plus intéressant de représenter ça. Et dans 47 cordes aussi, pareil, qu'est-ce que j'avais envie de dessiner et la musique est venue, enfin le milieu de l'orchestre est venu assez naturellement et parce qu'en fait c'est un milieu que j'ai découvert assez récemment et j'avais envie de le mettre en scène, de travailler ça et aussi de comment représenter la musique en bande dessinée, c'était un des aspects qui m'intéressait. Et ça, du coup, tu as fait un peu des recherches aussi ou tu t'es laissé un peu improviser, tu t'es dit tiens, ou alors tu es allé voir t'es allé voir des orchestres, t'as dessiné, des choses comme ça? Ouais, après, c'est un truc que je faisais assez naturellement. En fait, quand je travaille, quand j'écris, j'écoute de la musique classique. Et du coup, comme j'ai des amis qui sont dans l'orchestre et tout, et effectivement, c'est un truc que je connaissais déjà. Et par contre, effectivement, quand j'ai commencé à devoir concevoir un récit sur cet aspect-là, j'ai commencé à me documenter un peu plus. Même s'il y a du coup, forcément des libertés qu'on prend pour la bande dessinée. Par exemple, Ambroise et un harpiste qui joue de l'harpe du mauvais côté, Ouais. parce que en fait c'est vraiment lié au sens de la narration, où en fait sinon comme du coup le sens de lecture doit aller de droite, non, de gauche à droite, il fallait que son visage soit visible dans les cases de cette manière-là. Et s'il avait joué du bon côté, il aurait toujours eu son visage caché par la harpe. Et effectivement, bah, il y a des libertés que j'ai prises après qui sont justifiées dans le scénario, mais c'est toujours un truc comme ça où j'essaye quand même de voir comment représenter tout ça visuellement et comment m'intéresser à l'aspect graphique que permet un orchestre, justement. Et du coup, tu parlais de sens de lecture, ça me permet d'aborder aussi une question sur les mangas, puisque en fait, dans le livre, on a les défis, donc qui sont dans le titre, mais il y a aussi le Mm. thème de l'amitié forte, de la famille qui pousse à l'excellence, et puis il y a même Ambroise qui lit des mangas, c'est dit, c'est vu. Du coup, pourquoi en avoir fait un élément de l'intrigue particulier? Je pense que, en fait, c'est un peu dans le fonctionnement d'Ambroise où lui a lu des shonen petits et du coup, il s'est toujours identifié un peu comme ça au manga et à cette idée par exemple, de l'idéal de l'amitié qui s'imagine avoir avec le personnage de Thomas et aussi dans le fait de devenir meilleur. Enfin, il y a toute une dimension comme ça d'esprit shonen dans son personnage et après, bon, moi, les mangas, ça m'influence. J'ai découvert même plutôt la bande dessinée avec des mangas. Ok. Donc, je pense que ça peut se ressentir et peut-être dans le dessin et aussi dans la narration et dans le découpage. Et effectivement, ça me permettait aussi de lui, quand il dessine dans des carnets, de pouvoir lui inventer un style graphique qui est un peu, parfois, apparenté un peu à ce qu'on peut lire dans des mangas, même si c'est pas tout à fait ça. Et du coup, il y avait toute une thématisation autour du personnage sur cet esprit shonen qu'il a en lui, en fait. Oui, c'est ça. Et du coup, les carnets, donc tu les matérialises, ils sont à plusieurs moments dans le récit, mais aussi dans les pages de garde, enfin, dans les Mm. interchapitres, on va dire. Là aussi, pourquoi tu as fait ce choix de les incruster hors des cases parfois? En fait, je crois que comme le personnage, donc il a vraiment des angoisses sociales, il est très fermé, il n'a pas du tout d'expression, et c'est vraiment un personnage qui était assez dur à travailler, mais qui était intéressant. Et effectivement, j'avais besoin qu'on lui trouve une intériorité. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai décidé de lui faire des carnets. En fait, ça sert de plusieurs manières dans le récit, comme
il y a un peu cette histoire au début qui il raconte que quand il était petit, il a été élevé dans l'ambition d'être un enfant un peu prodige, où on l'a mis dans des cours de dessin, de musique et tout ça. Et au bout d'un moment, son père lui a dit, il faut que en fait, tu peux pas être bon dans les trois, donc dans la littérature, le dessin et la musique. Il faut que tu seras moyen si tu fais les trois, donc choisis-en un où tu te lances à fond et abandonne les autres. Et en fait, son carnet, c'est ce qui lui reste de ses passions perdues, donc le dessin et la littérature. Et du coup, il s'exprime un peu comme ça, comme des carnets intimes, qui permettent de voir son intériorité et qui permet aussi de montrer comment lui perçoit les événements, sachant que, en fait, comme il est vraiment il a pas du tout d'expression sur son visage, c'est un peu compliqué de pouvoir lire en lui. C'est un personnage assez mystérieux quand même. Oui, puis c'est intéressant parce que c'est peut-être aussi la seule part que la métamorphe n'arrive pas à lire peut-être en lui. Et du coup, Oui, oui, c'est ça. Ouais. le côté manga comme ça, est-ce que ça t'a pas fait penser, amener à faire peut-être une série ou quelque chose de plus long? Parce que là, ça va être en 2 volumes, une histoire complète. Est-ce que tu t'es Ouais. pas dit, tiens, je vais faire quelque chose de plus long pour une fois? Bah, en fait, cette histoire-là, elle est prévue pour être en 2 tomes. Donc le récit, enfin, quand j'ai commencé à écrire, j'avais déjà tout l'arc narratif, donc je sais où va l'histoire. Et du coup, effectivement, je me méfie un peu parce que j'ai tendance si je me laisse aller, à faire des récits assez fleuves. Mhm. Donc faut que je fasse attention là-dessus. Mais là, l'histoire, elle est vraiment prévue pour être en 2 tomes et fonctionne de cette manière-là. Elle est vraiment mais peut-être du coup pour une autre histoire, ça pourrait en fait, j'ai plein d'histoires déjà qui sont plus ou moins complètes, mais que je peux pas réaliser pour l'instant. Et Ok. effectivement, j'ai des histoires assez fleuves comme ça, peut-être même en manga, format manga. Donc ça c'est, on verra. De toute façon, pour l'instant, je dois faire le tome 2, donc ça sera pour de la réflexion pour plus tard. Et ça, du coup, oui, t'as écrit donc l'histoire complète, mais t'as pas encore découpé le tome 2 ou dessiné le tome 2, c'est ça? Euh, ouais, en fait, j'ai tout le scénario avec plein d'idées, de récits, de dialogues, d'arcs et tout ça. Donc globalement, tout était fait même pendant quand je commençais à dessiner le tome 1. Et là, pour l'instant, je suis en train de tout écrire. Enfin, tout est déjà plus ou moins écrit, mais je suis en train d'affiner tout, de faire le découpage et j'ai commencé les premières planches aussi. En fait, je me laisse le temps. Il y a des chapitres en fait, je suis sûr qu'ils vont rester. Et Ouais. du coup, je peux commencer à les dessiner tout en réfléchissant sur pour améliorer la suite et les différentes parties, sachant que je vais quand je sais déjà où je vais et du coup, je suis en train de voir d'essayer de développer les meilleures idées pour les mettre après dans le tome, dans la suite. Donc, mais c'est juste comment amener les scènes ou quels vont être les dialogues. C'est plus ce type de réflexion. En tout cas, c'est là où j'en suis pour l'instant. Et du coup, le fait d'avoir prévu l'histoire, mais pas l'avoir déjà dessinée, est-ce que les retours de lecteurs ou toi, les discussions que tu as depuis que tu as sorti la première partie, est-ce que ça te nourrit et tu te dis, tiens, il y a peut-être des trucs à rajouter ou des trucs que j'avais pas pensé ou des choses comme Hmm. ça? Oui, oui. En fait, je crois que c'est la première fois que je fais un récit qui se divise en deux et où je commence à avoir des retours de personnes au milieu de l'histoire, en fait. Ouais. Donc, effectivement, je trouve ça super intéressant d'écouter les gens, de voir comment je peux m'améliorer sur la suite et sur le tome 2. Et je pense que j'essaye vraiment de faire pour l'instant là justement je ralentis mon processus d'écriture pour l'instant pour pouvoir avoir le temps d'avoir plein de retours de personnes et c'est pour ça que je commence à dessiner les premières planches qui elles sont fixes et me plaisent en fait tout le premier chapitre je peux commencer à le dessiner là il est vraiment prêt et comme ça permet de me donner du temps pour penser la suite et essayer de voir peut-être quels sont les écueils du tome 1 pour m'améliorer sur le tome 2 et tout ça. Et du coup, en parlant de retour, comment tu travailles avec tes éditeurs en fait Parce que comme c'est un gros volume, est-ce que tu envoies par séquence, ils te font des retours ou alors tu leur montres le storyboard, des choses comme ça? Comment tu bosses avec Glénat? Hmm. En fait, je crois que ça dépend des albums. En fait, je crois que vraiment sur Ces jours qui disparaissent, j'avais tout un séquencier très précis de toute l'histoire. À partir de ça, en fait, on savait déjà où allait l'histoire et avec mon éditeur, on avait commencé à voir comment penser le récit.
dans sa globalité parce que tout était déjà là. Mhm. Et après, je faisais juste le storyboard et je lui montrais le storyboard et une fois que c'était validé, je faisais les planches. Mais comme globalement, j'avais pas énormément de choses à refaire sur le patient, par exemple, j'ai, j'ai, j'ai pas, j'ai fait le storyboard, mais je crois pas la deuxième moitié. Et du coup, on a travaillé plutôt dans. Je lui faisais lire le début et après, en fonction de ses retours, et ben, je voyais comment améliorer la suite par rapport à ce qu'on avait par rapport à nos discussions et tout. Et là, par exemple, aussi, comme depuis le début, on sait déjà où on va dans. Enfin, je sais déjà où je vais dans l'histoire et du coup, on peut discuter et dès que je veux rajouter des choses, je peux lui en parler et du coup, ça se construit comme ça progressivement. Mais je crois que j'aime bien avoir quand même pas mal de liberté. Du coup, Ouais. souvent, je me donne une limite. Par exemple, sur le premier tome, j'avais peut-être les trois premiers chapitres et je lui fais lire à ce moment-là pour avoir son retour. Et après, j'allais jusqu'à peut-être la fête macabre pour avoir à nouveau son retour, sachant qu'il savait déjà où j'allais dans le récit. Donc ça se construit un peu comme ça progressivement. Et est-ce que toi, c'est souvent un retour de dessinateur, est-ce que toi aussi les personnages t'emportent un peu? Il y a des choses que tu n'avais pas du tout prévues à la base et Hmm. les personnages t'ont emmené vers un autre chemin parfois. Un peu. En fait, il y a des personnages que je pensais pas. Qui sont créés un peu à un moment. Et en fait, des fois dans le récit, c'est intéressant de, si on a besoin d'un autre personnage, peut-être réutiliser un personnage qu'on a déjà créé avant, mais qu'on pensait pas forcément utile, ou qu'on pensait pas forcément réutiliser. Et du coup, effectivement, mais ça c'est un peu à l'écriture ou au storyboard où ça commence. Et je pense que là aussi, où on avait prévu peut-être de faire des actions à certains personnages, mais au vu de leur caractère, c'est plutôt un autre personnage qui Ouais. va les faire. Enfin, il y a un peu des trucs comme ça où les personnages, au bout d'un moment, sont quand même construits et du coup, c'est difficile de, de leur faire dire des choses, certaines choses qu'on avait prévues au départ parce qu'en fait, ils peuvent pas dire ces choses-là vu leur caractère et le caractère qu'on a écrit et qu'on a pensé. Et pareil, des fois, c'est marrant parce qu'il y a des personnages un peu genre, par exemple, Charlène, qui est un personnage qui dit certaines piques ou certaines phrases assez marrantes et du coup, il y a plein de dialogues qui lui sont réservés à elle parce que c'est le seul Ok. personnage qui peut dire ces phrases-là et du coup c'est quand même intéressant de voir comment les personnages évoluent dans l'écriture et du coup au bout d'un moment ça se solidifie et ça crée des vrais personnages euh, tout au fur et à mesure de l'écriture en fait. Et du coup aussi, par rapport à... J'avais une autre question par rapport de travailler avec ton éditeur. Après le succès de Ces jours qui disparaissent et Le Patient, est-ce que quand tu arrives avec ce nouveau projet 47 cordes, tu viens avec un pitch ou tu remontes un dossier comme avant? Ah oui, ouais, pour ce jour qui se passe, du coup, j'avais fait tout un dossier complet et tout ça. Et pour Le Patient et 47 cordes, en fait, j'écris un genre de résumé qui va du début jusqu'à la fin de l'histoire. Donc, il y a déjà toute l'histoire qui est là. Et après, je fais les designs des personnages, des intentions d'illustration et tout ça. Mais du coup, je peux me permettre de pas faire de planche. Mhm. Parce que comme mon éditeur connaît mon travail et du coup connaît ma manière de raconter, j'ai pas besoin forcément de faire des planches en amont et juste de proposer un projet et de le faire évoluer dans nos discussions et tout ça. Et du coup, ça c'est vraiment un luxe qui est super intéressant et de faire les planches au moment où j'en ai besoin par la suite, du coup, pendant la réalisation de l'album. Donc je crois que j'ai vraiment de la chance de pouvoir sauter un peu cette étape-là. Ouais. Et du coup, comment tu travailles, toi? C'est quoi tes outils? Comment tu bosses? Alors moi je dessine sur Cintiq, donc c'est comme une grosse tablette graphique et je dessine que à l'ordinateur, sauf pour mes croquis qui sont en fait en gros le storyboard c'est dans des classeurs avec sur des feuilles volantes et Mhm. enfin oh putain j'arrive pas à parler désolé dans des feuilles comme ça et du coup je fais le storyboard assez rapidement où là c'est vraiment c'est presque illisible pour des personnes extérieures où c'est vraiment le placement des personnages, l'intention, enfin les dialogues écrits et du coup c'est très modifiable facilement et ça permet de vraiment se concentrer uniquement sur la narration pure et à partir de ce moment-là je passe sur ordinateur et là je réalise les planches définitives
Et, euh, et c'est vraiment. Et là, je dessine directement sans crayonner, Mhm. mais en construisant un peu mon dessin. Et comme c'est assez malléable, l'ordinateur, ça me permet de pas d'aller vite et d'annuler mon trait facilement et tout. Et du coup, c'est très malléable. Par exemple, si un personnage est trop gros dans l'image, il suffit de le réduire. Enfin, Ok. ou si un œil est un peu déformé, on peut le remettre facilement. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont assez intéressantes. Et comme mon objectif, c'est vraiment de raconter une histoire, c'est l'outil le plus pratique pour moi, en tout cas. Et du coup, je trouve que dans 47 cordes, ça se voit plus, mais il y avait déjà de ça dans tes albums précédents. Tu mets beaucoup d'attention dans la composition des images, et là, il y a carrément des pleines pages d'illustrations qui pourraient être Hmm. voilà, des illustrations à part. Déjà, d'où ça vient cette envie de mettre ça, pour toi, quel sens ça a dans la narration, dans un album, d'avoir ces grandes cases illustratives? En fait, je pense que ça. Enfin, il y a plusieurs types de cas, je pense, mais j'avais envie de me faire plaisir en tant que dessinateur aussi, et de créer des moments un peu suspendus comme ça. Donc à chaque fois, c'est des moments un peu particuliers du récit, ou alors c'est un peu genre la présentation de certains personnages ou certains moments où les personnages débordent des pages. Et en fait, il y a un peu une idée comme ça autour de la figure du métamorphe, où en fait, quand les personnages dépassent, c'est souvent, enfin, c'est des personnages, enfin, c'est des personnages métamorphes. Mhm. Et en fait, l'idée, c'est que même les codes de la bande dessinée, ils peuvent s'en émanciper et du coup sortir des cases. Et du coup, il y a toute une dimension comme ça autour de ce traitement. Et je pense que ça vient du manga et des personnages mannequins qu'on peut voir dans les mangas où c'est des manières de présenter des personnages un peu en une case et après on a compris leur personnalité. Et c'est aussi tout un travail comme ça pour qu'on puisse se souvenir de certains personnages. Et je pense que aussi, c'est vraiment essayer de, par exemple, dans les images de chapitres, Mhm. essayer de mettre en avant certains personnages, même avant qu'on les ait vus, pour se demander qui ils sont et essayer de créer comme ça une attente autour de ces personnages-là. Et là aussi, tu parlais de ces personnages en pied. Là, j'en mets un exemple à l'écran. Moi, qui me fait penser à la Rose de Versailles ou des mangas comme ça. Du coup, tu les mets en Mm. pied et puis il y a des cases par derrière. Ça aussi, c'est au niveau. Tu parlais tout à l'heure du storyboard. Tu avais déjà pensé à les intégrer un peu comme ça? Ouais, en fait, c'est vraiment le storyboard, c'est là où se fait la mise en page. Après, ça s'affine par la suite sur ordinateur, mais quand les personnages se dépassent comme ça, c'est déjà prévu au storyboard, oui. Justement, d'ailleurs, j'essaye de repasser des fois sur le storyboard quand j'écris. Des fois, je me concentre que sur les dialogues et sur la scène en elle-même, mais pas sur l'esthétique de la page globale. Et du coup, ça m'arrive de revenir sur le storyboard et de redessiner le storyboard maintenant que je me suis concentré sur l'écriture de la scène pour penser plus au cadrage et à la mise en page globale. Et ça, c'est un travail qui se fait un peu de manière intuitive où en fait, c'est des relectures de storyboard pour le rendre le plus fluide possible, essayer de créer des espaces, et essayer d'aérer un peu certaines pages. Enfin, il y a tout un travail comme ça de rythme aussi qui est un peu le travail que je fais plus ou moins en ce moment aussi. Ouais, donc là, ouais, t'es dessus pour le 2. Ce qui fait qu'en fait, qu'après, quand tu dessines, t'as pas trop de repentir. Tes séquences, elles sont déjà quand même bien verrouillées. Ouais, en fait, l'idée, c'est de travailler tout bien en amont et sur le storyboard et sur sur les dialogues et tout ça pour pouvoir, au moment de dessiner, que ça glisse et en fait, de juste avoir à penser, à dessiner les formes et du coup, c'est des nouveaux enjeux qui se créent dans les scènes parce que des fois, juste au dessin, il y a des choses qui naissent qu'on n'avait pas forcément prévues au storyboard, des petits détails de séquences, de gestuels et tout ça. Et du coup, dans cette phase-là, il y a d'autres enjeux qui sont aussi intéressants et c'était assez amusant à faire. Et du coup, tu bosses à la Cintiq toutes tes planches et les couleurs, tu les fais aussi sur ordi. Et est-ce que tu les fais en bloc à la fin ou tu fais par séquence? Comment tu bosses? Ça dépend du timing. En fait, idéalement, j'aime bien les faire au fur et à mesure, mais uniquement quand c'est la création d'ambiance. Donc pour les premières pages, par exemple, pour certains décors, ou dès qu'un des personnages arrive et que j'ai envie de voir comment ça peut donner. Et ensuite, souvent, il y a une phase à la fin où je complète les couleurs. Mais par exemple, sur 47 cordes, comme la deadline, elle était un peu... Enfin, fallait enfin, le travail était assez intense. En fait, j'ai calculé et j'ai fait
deux planches par jour en noir et blanc, et tout à la fin, pendant un mois et demi, j'ai fait toutes les couleurs, je crois. Et je faisais 9 planches de couleurs par jour, il me semble. Donc je devais calculer parce qu'en fait, c'était vraiment pour réussir à tenir la deadline. Et là, du coup, pour 47 cordes, la moitié de l'album, enfin même un peu plus, toutes les couleurs ont été faites à la fin, en fait. Et du coup, ça me permettait de pouvoir revenir aussi sur les couleurs globales, parce que en fait, c'est un peu un apprentissage où au début, on commence à faire les couleurs et effectivement, c'est pas forcément les couleurs qu'on veut. Ouais. Et à la fin, du coup, je reviens sur les premières couleurs pour essayer d'harmoniser. Enfin, il y a tout un travail comme ça, assez progressif. Et ouais, ça permet de gérer son temps aussi parce qu'en fonction du temps qui nous reste, on peut améliorer ou modifier certaines parties du récit, refaire des cases qu'on n'aime pas trop ou essayer de rajouter une page à certains endroits pour fluidifier un peu le rythme. Enfin, il y a plein de petits détails comme ça qui s'améliorent progressivement. Et là, tu parlais de ton rythme vraiment mangaka, du coup. Pourquoi tu t'es imposé Ouais. un rythme aussi élevé? Bah là, c'était pour vraiment parce qu'il y avait la deadline. Le livre avait été présenté et la date de sortie était fixée. Et du coup, l'idée, c'était de tenir le rythme pour pas qu'il y ait de retard sur Ok. l'album. Et au final, bah, c'était vraiment dur, mais j'ai réussi à bosser jusqu'au bout et à finir l'album. Et là, par contre, sur la suite, sur le tome 2, j'essaye d'être efficace et du coup, de retenir ce que j'avais fait dans mon rythme pour la fin du tome 1, mais cette fois en ayant des week-ends et des jours de congé pour avoir une vie quand même. Et du coup, t'as mis combien de temps à peu près pour les 370 pages, 377 pages? Hum, j'ai mis un an et demi, je pense, à partir du début de l'écriture jusqu'à la réalisation. Je pense que c'est ça. Après, il y a eu une accélération quand même à la fin. Mhm. Et je pense que en 6 mois, j'ai dû faire, c'est dur à calculer, mais j'ai dû faire peut-être 200, 300 pages. Enfin, Ouais. le plus gros, c'est fait en 6 mois, en fait. Ah oui, d'accord. Mais et là j'imagine que tu vas prendre un peu plus de temps pour le tome 2. Il sortira pas avant peut-être début 2023, non? Ouais, peut-être. En fait, je sais pas trop la date optimiste, c'est fin 2022, mais je sais pas si ça va. Enfin, en fait, pour l'instant, je me laisse vraiment le temps de bien développer le récit et de faire attention au récit. Et du coup, ça sortira au moment où ça sera fini. Et l'idée, c'est de travailler quand même efficacement dessus, uniquement dessus. Donc, je travaille sur rien d'autre pour l'instant. Ok. Et que ça mette pas trop de temps à sortir parce que j'ai pas trop envie que les gens qu'il y ait trop de délai en fait Mhm. entre les deux albums. Je trouve que c'est important vu que ça se finit vraiment un peu sur un cliffhanger. Il faut vraiment que la suite tarde pas trop en tout cas. Oui, oui, parce que ça, sans spoiler, c'est fini au milieu d'une scène en fait, carrément. Oui, C'est oui. au milieu. Et du coup, tu parlais tout à l'heure que tu avais d'autres idées, que parfois certaines passaient devant, d'autres derrière. Donc en fait, tu notes plein de choses au fur et à mesure et au bout d'un moment, ça prend forme. Ou alors tu dis, tiens, cette idée-là, je vais mettre le paquet, je vais la développer. Comment tu travailles en fait tes prochains projets? Ah oui, sur d'autres projets du coup ou Ouais, ou ben, quand tu disais tout à l'heure que le patient est passé par devant 47 cordes, c'est Ah oui. comment à un moment donné tu dis ok c'est celui-là j'y vais, je vais bosser plus sur celui-là ou alors tu fais Bah un ça peu de tout. c'est un peu au feeling en fait pour 47 cordes, j'avais plein de projets différents qui m'intéressaient, mais certains étaient trop proches du patient ou avaient trop enfin, il y avait plein de paramètres différents où des histoires qui me plaisaient n'étaient pas encore prêtes à Ouais. 100%. Et je crois que en fait maintenant j'essaye de rester en veille et dès que j'ai des idées je les note et du coup j'ai plein de fichiers avec plein d'idées de scénarios des fois c'est juste une phrase qui est pas forcément très intéressante et du coup il y a beaucoup de déchets un peu dedans mais Mhm. ça permet de trier un peu et au bout d'un moment il y a des scénarios des fois on a une idée et tout de suite par exemple ces jours qui disparaissent c'était ça en 2 jours, j'avais tout l'arc narratif et j'avais déjà trouvé toute l'histoire globalement, parce qu'en fait, il suffisait de dérouler l'idée de départ pour. Bon, après, il y a tout un travail qui doit être fait après pour structurer les idées et l'histoire, mais du coup, ça vient assez naturellement. Et pareil, j'ai plein d'idées comme ça où d'un coup, je me mets à penser au potentiel de l'idée et il y a tout un récit qui se développe. Donc ça, c'est quand je dessine, en fait. Quand je dessine, je regarde des films, des séries, j'écoute des podcasts. Enfin, du coup, Ok. mon cerveau est un peu en veille. Et du coup, dès qu'il y a des idées qui naissent, je commence à les noter. En réfléchissant à l'idée, il y a toute l'histoire qui peut arriver derrière. Du coup,
Et des fois, c'est des histoires où on pense qu'il y a un potentiel et il y en a peut-être pas du tout. Et des fois, il y en a qui dorment et qui finalement prennent un intérêt en les mélangeant à d'autres histoires. Enfin, il y a plein de concepts comme ça qui se créent et c'est hyper stimulant comme période. Et du coup, on parlait des carnets de Ambroise dans la BD. Est-ce que toi, c'est un genre que tu pratiques? Tu fais souvent du dessin d'observation ou des choses comme ça en Mm. soirée ou Ça dépend. En fait, j'ai toujours un carnet avec moi et j'aime bien dessiner. Après, c'est du dessin, un peu comme Ambroise fait, ou du dessin qui est pas forcément prévu pour être lu par d'autres gens. Ok. Mais j'aime bien dessiner et souvent j'emmène mon carnet, oui, quand c'est possible, pour pouvoir dessiner et trouver des idées et tout. Mais c'est des choses comme en ce moment, ces derniers temps, j'avais beaucoup travaillé. En fait, j'avais un peu perdu ça parce que quand j'arrêtais de travailler, vu que je travaillais vraiment toute la journée, Ouais. j'avais plus trop envie de dessiner dans des carnets à nouveau. Mais maintenant, je suis en train de retrouver le plaisir de faire ça. Et du coup, justement, tu as parlé tout à l'heure un peu de Ambroise et ces trois passions qu'il a fallu qui restreignent la musique, le dessin. Et du coup, toi, est-ce que c'est un rapport aussi avec le succès qui est arrivé avec ces jours qui disparaissent? Est-ce que d'un coup, tu as senti que c'est arrivé d'un coup et qu'il fallait que tu te focuses sur quelque chose? Comment tu l'as vécu ça? Ah oui, bah c'est vrai je pense qu'il y a un parallèle où après ces jours qui disparaissent, en fait, on m'a proposé pas mal de choses et j'ai un peu accepté. Enfin, le premier mois, par exemple, j'ai accepté pas mal de trucs parce que c'était un peu nouveau et je trouvais ça fou qu'il y ait plein de propositions comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que que j'arrivais plus du tout à travailler sur ma prochaine bande dessinée parce que je faisais d'autres projets à côté et c'était vraiment dur. Et c'est pour ça que le patient, je l'ai fini aussi. En gros rush comme ça sur la fin parce que j'avais accepté d'autres projets et en fait maintenant l'idée c'est je préfère me concentrer uniquement sur la bande dessinée et c'est pour ça que le deuxième volume j'essaye vraiment de plus rien accepter Ouais, à côté pour vraiment travailler dessus et essayer de que ça mette pas trop de temps à sortir et c'est un peu cette idée là de, de, que c'est une idée qui m'a traversé et que j'ai essayé de faire, c'est de plus rien accepter, de bosser uniquement sur ce qui m'intéresse vraiment et du coup je passe mon temps à refuser des choses. C'est un peu frustrant parce qu'il y a plein de projets qui sont intéressants, mais je pense ouais, que c'est mieux pour moi de pas trop me surcharger aussi, étant donné que une bande dessinée demande quand même pas mal de temps de travail et tout. Donc je pense qu'il y a un parallèle comme ça qu'on peut faire avec cette idée-là qu'Ambroise a fait, où il y a forcément des passions ou des choses qu'on a envie de faire qu'on n'a plus le temps de faire et du coup de devoir les abandonner et de les mettre sur le côté comme ça. Et je pense que ça parle un peu de ça aussi, ouais. ouais. Et du coup, je t'ai entendu te dire dans une interview, je sais plus laquelle, qu'il y aurait peut-être aussi des adaptations de tes bouquins en cours. Et ça, du coup, t'es partie prenante, tu fais tu as un rôle dedans ou pas du tout? En fait, l'idée, c'est. J'avais envie de laisser libre, par exemple, le réalisateur de s'approprier l'histoire et j'avais pas forcément envie de moi m'immiscer dans le projet. Et aussi, justement, pour ces raisons de temps où je sais que en parlant avec d'amis auteurs qui ont travaillé comme ça sur des projets, en fait, je Mhm. crois que ça demande quand même pas mal de temps. Et j'étais pas prêt à vraiment m'impliquer dans ces projets-là. Et du coup, j'ai préféré laisser libre. Et c'est vrai que c'est chouette. Là, par exemple, le patient est en train d'être tourné. Mhm. Je crois que le tournage s'arrête le 17 et je vais aller sur le plateau voir. Ok. Ça va être la première fois que je vais découvrir un tournage, donc ça va être chouette. C'est vrai que tout ça, c'est des projets hyper intéressants et hyper stimulants que je découvre en fait progressivement, mais je me sens pas capable de mettre du temps là-dedans, par contre. Oui. Et est-ce que du coup, la vision du réalisateur, dans cet exemple-là, est-ce que ça te fait remarquer des choses que tu n'avais pas remarquées ou est-ce qu'il tire lui un autre angle que tu n'avais pas vu? Est-ce que c'est intéressant ça, de voir son œuvre adaptée? Hmm. Ah oui, je trouve ça super intéressant justement. Moi-même, je pense que si je devais adapter, en fait, les récits ils sont pensés pour être faits en bande dessinée. Et effectivement, même s'il y a une approche peut-être parfois un peu cinématographique dans le langage de la bande dessinée, en fait, c'est quand même assez différent. Et moi-même, j'aurais changé un peu des parties de l'histoire parce qu'il faut le penser pour un film. Et je trouve ça super intéressant, même dans les discussions qu'on avait avec les producteurs, de voir quel type d'angle les gens prenaient sur des histoires. Et par exemple, sur Ces jours qui disparaissent, il y avait plein de types de récits différents et c'était fou de voir ça en fait. C'était hyper intéressant de voir
à partir d'une même matière première, quelles étaient les directions que les gens allaient prendre et tout. Hmm. Non, c'était vraiment hyper intéressant. Et dans la même idée, est-ce que tu aurais envie d'écrire des scénars pour un autre dessinateur pour voir comment il s'approprierait la chose parce que c'est quelque chose que tu n'as pas Mm, encore fait, tu as toujours fait auteur complet, mais est-ce que c'est des choses que tu aurais envie de mm. faire, toi, de dessiner pour quelqu'un ou de faire des scénars pour quelqu'un? Je pense dessiner pour quelqu'un, pas trop, parce que en fait, je prends plus de plaisir dans la narration en fait, et dans la création. Après, c'est vrai que j'ai plein d'idées d'histoire et ça m'intéresserait bien il y en a plein que j'ai pas forcément envie de dessiner moi, qui peut-être, par exemple, je suis un peu lassé des récits un peu quotidiens qui se Ouais. passent dans un univers un peu actuel et tout ça. Et du coup, c'est vrai qu'en tant que dessinateur, comme je l'ai déjà fait et dans Le Patient, dans Ces jours qui disparaissent, et un peu aussi, enfin pas mal dans 47 cordes, je crois que j'ai envie de me diriger vers d'autres types de représentations pour vraiment être un peu plus stimulé aussi en dessin. Et il y a plein d'histoires que j'aime beaucoup, mais que j'ai pas forcément envie de dessiner. Donc peut-être qu'un jour je travaillerai comme ça. Mais c'est pour l'instant, de toute façon, je dois travailler sur 47 cordes et Ouais. sur le tome 2, donc c'est pas trop d'actualité. Mais peut-être qu'après, je me laisserai l'opportunité de faire ça. Ouais. Et du coup, tu l'as un petit peu évoqué, mais c'est quoi le moment que tu préfères sur la conception d'un album? C'est vraiment, c'est quelle partie Hmm. le plus intéressant pour toi, le plus stimulant? En fait, il y a plein de parties intéressantes. Je crois que au début, la conception de l'histoire, c'est hyper intéressant. Le storyboard, j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup créer les premières ambiances de décor et les personnages et tout ça. En fait, je pense qu'il est le moins stimulant, c'est la répétition. Quand par exemple, on doit redessiner le même décor sous un autre angle plein de fois, ça, c'est des trucs que j'aime un peu moins, je pense. Mais par contre, je crois que les personnages, j'aime toujours les dessiner. Donc, peut-être il y a des moments où j'ai pas trop envie de dessiner les personnages, mais globalement, les personnages, c'est un peu ce que je préfère. Et du coup, comme sur chaque page, il y a les personnages à dessiner. Il y a toujours des petits défis comme ça qui font que ça reste stimulant. Peut-être la couleur, c'est quand même l'étape la moins intéressante, je pense. Ah oui. Parce que justement, on répète beaucoup, il y a toute une phase de création, il y a beaucoup de création, mais il y a aussi beaucoup de répétition. Ou par exemple, une lampe qu'on va dessiner dans toutes les cases, il va falloir la coloriser de la même manière tout le temps et aller rechercher peut-être ça, c'est les trucs les moins intéressants, mais même là-dedans, en fait, l'idée, c'est de toujours trouver des petits défis ou des petits enjeux ou des moments de création qui permettent de quand même rendre le travail stimulant au quotidien. Et tout à l'heure, on a parlé un peu de manga. C'est quoi tes influences c'est quoi qui t'influence le plus dans ton travail? Parce que souvent, on dit qu'en lisant, on apprend. Est-ce Hmm. que tu lis des choses particulières bah, pour le plaisir évidemment, mais aussi pour tu te dis tiens là j'aimerais bien regarder comment il travaille tel truc, là comment il gère telle transition, là comment il travaille sa narration. Est-ce qu'il y a des auteurs comme ça qui t'influencent? Ah oui, bah en fait, je pense même sur le choix des livres, souvent il y a quand je choisis des livres, c'est souvent il y a un truc qui m'intéresse dans le récit, dans le dessin, dans... En fait, je crois que ça se dissocie pas trop en fait de mon choix de lecture. Ou quand je suis par exemple dans une librairie, bah, souvent en bande dessinée, je suis attiré par des choses dont j'ai envie d'apprendre des éléments et effectivement, en fait, c'est toujours un peu difficile parce il y a tellement d'auteurs que j'aime bien et qui m'influencent et dont j'admire le travail et dont j'essaye de décortiquer un peu les codes. Je crois que c'est quelque chose que j'ai commencé à faire assez petit où j'essayais de comprendre comment, en par exemple peu de cases, on arrivait à faire comprendre et faire passer autant d'éléments et du coup, ça c'est vraiment un travail d'analyse que je fais de manière plutôt enfin, je pense que je suis toujours en veille quand je lis des livres et du coup j'essaye d'apprendre globalement de ce que je lis et du coup j'arrive pas trop à dissocier mon côté lecteur et mon côté auteur de bande dessinée quand Ouais. je lis un livre. Après effectivement, je suis aussi influencé par le cinéma, par plein de toutes les sortes d'écriture et de narration. Du coup ça se mélange un peu et je pense pareil quand j'écris, je pense un peu, j'imagine la caméra j'imagine que je fais certains plans qui ressemblent à du langage de cinéma, donc je pense que ça se mélange un peu au fur et à mesure. Ouais, parce que ça, tu l'as dit, tu regardes des films en dessinant. C'est marrant, Sébastien Vives qui faisait ça aussi. Est-ce que c'est lié aussi à la scintille? Est-ce que ça permet en fait de se laisser aller plus librement? Parce que tu dis, tiens, je peux faire CTRL Z ou des choses comme ça.
Oui, oui, c'est ça. Ouais. Bah, justement, moi, je pense que... Après, les films, ça dépend. En fait, il faut trouver des films qui sont pas trop intéressants. Parce que sinon, ça Ouais. nous capte l'attention, mais en même temps, suffisamment divertissant. Et pareil pour des séries ou des trucs comme ça. Donc, il y a un peu les films que je regarde en travaillant et les films que je regarde pour vraiment voir des films qui me plaisent. Et, mais par contre, c'est vrai que l'utilisation de la scintille, vu qu'on peut revenir, on peut facilement être distrait et ça n'a pas d'incidence Hmm. sur notre travail. Alors que je sais que quand je faisais des planches à l'encre de Chine et tout ça, mais en fait, il suffit d'être un peu distrait et ça y est, le dessin est un peu loupé. Donc ça demande peut-être moins de concentration en travaillant. Et du coup, c'est quoi, toi, pour toi, une journée type? C'est tu fais d'abord, t'as plusieurs mois où tu fais le scénar, et après tu fais des journées où comme tu disais, tu fais des planches, etc. Où tu te réserves un temps le matin pour réfléchir, après tu bosses au dessin. En fait, ça change tout le temps en fonction des phases. Là, je sais que en ce moment, c'est une phase où j'alterne l'écriture, le, le, le dessin et le storyboard. Et en fonction, par exemple, là, je suis plus dans une phase où quand je dois réfléchir sur un aspect du scénario et que je bloque dans l'écriture, et ben je fais des planches. Et Mhm. en faisant les planches, je réfléchis du coup à la problématique que j'ai. Et quand j'arrive à la débloquer, et ben je repasse au storyboard ou à l'écriture et je note un peu des choses et tout ça. Et du coup, en ce moment, c'est vraiment une période où j'alterne, mais la plupart du temps, vraiment, je fais un peu de manière monolithique une semaine par exemple où je fais tout l'écriture Mhm. et après je me mets à la fin quand tout est fait, je me mets au dessin. Et du coup, ça alterne un peu. J'aime bien être vraiment concentré sur une tâche à la fois, sauf du coup quand je bloque et là je passe d'une tâche à l'autre. Donc ça dépend vraiment. Et aussi une question que je voulais te poser, tu as refait pas mal de couvertures de tes anciens albums. Est-ce que tu les relis? Parce que c'est pas tout le monde qui aime les relire. Est-ce que tu les relis et Hum, quel regard tu portes sur les anciens albums? je les relis pas trop. Je les relis des fois pour où je pioche dedans plutôt. Alors, en fait, des fois je me dis ah tiens comment j'avais fait de telle histoire où je me souviens plus trop de telle chose et du coup je relis un peu. Mais effectivement par exemple les vestiaires et Skins Party ça fait vraiment longtemps que je les ai pas relus. Donc j'essaye de. En fait il y a tellement de relectures pendant la phase de création qu'en vrai on connaît déjà on les connaît par cœur Ouais. et du coup, au bout d'un moment, on a moins, moi, j'ai moins besoin de les relire, sauf des fois de manière un peu, de temps en temps, mais très rarement, en fait, je pense. Je fais un petit point sur le temps. Ça fait déjà presque Oui, 55 minutes qu'on est ensemble, donc on va aller vers les dernières questions. On parlait aussi tout à l'heure de tes influences. Est-ce que tu lis aussi des trucs plutôt récents? Alors, soit des BD des amis, soit des trucs d'auteurs contemporains? oui, oui, je crois que même, je lis pas mal d'auteurs contemporains ou de trucs qui sortent. En fait, il y a plein d'auteurs que j'aime bien et dont je suis le travail comme ça régulièrement. Justement, c'est toujours assez stimulant de lire et de découvrir plein de nouveaux auteurs aussi. Et aussi, je voulais te demander par rapport aux lecteurs que tu rencontres dans les séances de dédicaces, est-ce que aussi ça, c'est quelque chose qui te nourrit d'avoir des discussions? Parce que là aussi, en fait, finalement, en faisant des promos, tu rencontres pas mal de monde. Hmm. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui te nourrit, qui t'inspire, ou comment ça se passe ces rencontres? Ouais, en fait, c'est super intéressant, bah, particulièrement sur 47 cordes, où du coup, je peux avoir les retours des personnes et avoir leur avis pour essayer de m'améliorer sur la suite, enfin, comme je disais au début. Et effectivement, c'est toujours hyper intéressant parce que les gens voient des choses qu'on a mises dans les albums. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, je cache plein de petits trucs Ouais. dans le récit où je mets plein d'indices et tout ça. Et en fait, au final, les gens tout le monde n'arrive pas à trouver tout, mais du coup, cumulé, il y a plein de gens qui voient des petits trucs cachés et c'est hyper plaisant de voir que tous ces trucs-là servent pas à rien enfin, c'est toujours des moments hyper cool de toute façon. Ouais. Et aussi, je voulais te poser une question par rapport à la promotion et aux rencontres, parce que là, j'ai vu que tu avais enchaîné beaucoup, beaucoup d'interviews, tu avais fait pas mal de trucs ces derniers temps. Et ça aussi, t'as un album qui est fini, tu le rends à l'éditeur, il se passe un creux, donc là, tu as un vide, Ouais. et là, ça repart d'un coup. Comment tu gères en fait ces périodes? Est-ce que tu as travaillé un peu avant? Tu t'es dit non, je fais une grosse pause, hop, je reviens en plein dans la promo et après je repars?
Ouais, en fait, la promo, c'était surtout le mois de novembre. Donc pendant le mois de novembre, j'ai pas travaillé du tout. Enfin, j'ai travaillé, mais j'ai pas travaillé sur l'album. Vraiment, l'idée, c'était de faire tout ça bien. Et en fait, quand j'ai rendu les planches, il y avait quand même pas mal de trucs à faire. Et du coup, je faisais à la fois par exemple, des ex-libris ou des trucs, des dessins pour le livre et tout ça. Donc, il y avait quand même pas mal de choses à faire. Et après, j'ai pu recommencer à penser et à recommencer le tome 2. Et après, il y a eu cette pause là de dédicace interview. Et là, depuis décembre, je reprends le travail. Donc, en fait, c'est surtout quand je faisais le patient, je me suis rendu compte que toute cette période-là, elle laissait pas, comme c'est les périodes de scénario, il faut vraiment être bien immergé dans le récit. C'est compliqué de faire, par exemple, tout un week-end ou pendant 4 jours où on rencontre plein de gens et tout ça, et après d'avoir peut-être 3 jours où on se concentre sur le scénario et après de reprendre d'autres choses. Et c'est possible, mais du coup, moi, j'ai besoin d'être vraiment dans le scénario à fond, de penser tout le temps à ça. Et si je suis coupé, en fait, j'ai du mal à travailler dessus. Et effectivement, là, je me suis autorisé une pause pour faire ça. Et après, maintenant, je reprends Ok. pleinement le récit j'abandonne un peu plus les réseaux sociaux pour me vraiment être dans le travail. Donc, c'est vraiment des phases comme ça de gestion un peu de temps et tout. Ouais. Et du coup, tu parlais des illustrations aussi. Tu as fait particulièrement pas mal de couves alternatives pour tes derniers bouquins. Est-ce que ça aussi, c'est un truc que tu as envie de faire ou c'est une proposition de l'éditeur? Comment ça marche en fait? C'était une proposition de l'éditeur en fait où par exemple sur Ces jours qui disparaissent et Le Patient c'était pendant les 50 ans de Glénat et il y avait des livres qui étaient réédités avec une autre couverture et ça c'était génial parce qu'en fait je trouve ça trop cool d'avoir plusieurs versions du livre et à chaque fois les couvertures c'est toujours un défi hyper intéressant qui est un peu stressant en fait parce que effectivement c'est l'image que les gens vont avoir du Mm. livre donc c'est super important et souvent je fais peut-être 15 propositions de couverture et j'essaye de voir pour essayer d'améliorer. Et du coup, il y a plein de versions comme ça. Et effectivement, là, sur 47 cordes, il y a 3 versions du livre qui sont sorties et c'était hyper cool Ouais. de penser ces différentes versions. Même il y a une version où il y a 8 planches. Enfin, il y a une petite histoire sur les époux Agnello supplémentaires. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça et c'était hyper intéressant de faire tout ça et de recevoir les 3 livres aussi. Ça, c'était génial. Ouais, ça c'est super cool, j'imagine. Et du coup, alors, pour la suite des événements, donc tu étais sur le tome 2 à fond et tu penses à rien d'autre, là, c'est ça? Et donc tu disais, Ouais. début 2023, ça sera à peu près ça, pour donner une idée? À peu près, ouais. C'est la date fixée. Même, en fait, la plus optimiste, c'est fin 2022. Mais on verra. En fait, l'idée, c'est de bien travailler sur l'album et de voir ce qui se passe à ce moment-là. Eh ben super, ça sera une bonne conclusion. Je te remercie beaucoup, Timothée. Super, merci beaucoup. Merci à tous dans les commentaires et d'avoir suivi ce live. Si vous voulez en savoir plus sur 47 cordes, vous pouvez lire l'article qu'il y a sur Bubble. Donc il y a un coup de cœur avec des extraits. Si vous avez loupé le début du replay, il est disponible. Non, le début du live, il est disponible en replay. Je vais y arriver. Et si vous aimez les lives, bah, n'hésitez pas à partager. Et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain. Bonne soirée à tous. Salut! Super, bonne soirée.